Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entreprendre en toute fiscalité. Je suis Sarah, avocate associée du cabinet Ceno. Et je suis Benjamin, avocat associé du cabinet Ceno. Ceno, c'est un cabinet innovant tourné vers les jeunes et l'entrepreneuriat. Notre clientèle est essentiellement composée de jeunes chefs d'entreprise, agiles et connectés. Alors en discutant avec eux, nous avons eu l'envie de vous donner les clés pour entreprendre en toute tranquillité. Ainsi est né Entreprendre en toute fiscalité avec la complicité des éditions Lexbase. Dans le dernier épisode, nous avons vu ensemble quelles étaient les différentes formes sociales et comment choisir son type de société. Mais une fois que la forme est choisie, savez-vous comment définir le capital social ? Le capital social. Tout d'abord, il faut savoir ce qu'est le capital social. Ce capital, c'est la valeur d'origine d'une société, le premier élément qui compose ce qu'on appelle les capitaux propres. En contrepartie d'apporter du capital, les associés reçoivent des actions ou des parts sociales. Et d'ailleurs, j'ajouterai que lorsque le capital est une somme d'argent, il n'est pas nécessaire de déposer sur un compte bancaire l'intégralité du capital dès la création de la société. Mais seulement un minimum de dépôt est imposé, 20% pour les SARL, 50% pour les SAS, les SAS et SASU. Attention, il ne faut pas confondre le montant minimum de capital à libérer avec le montant de capital minimum pour créer une société. En effet, certaines formes doivent avoir un capital minimum imposé par la loi. Par exemple, pour les SA, 37 000 €. Pour les SARL, SAS et leurs formes unipersonnelles, il n'y a pas de capital minimal imposé par la loi, ce qui permet d'envisager un capital à 1 € seulement. Mais notons tout de même que plus le capital est faible, plus les opérations sur ce dernier seront complexes à réaliser. Par ailleurs, il n'est pas possible d'avoir un capital nul. Maintenant que le capital a été défini, il faut s'interroger sur la nature du capital. Il existe plusieurs types d'apports en capital, au nombre de 3. L'apport en numéraire, l'apport en nature et l'apport en industrie. L'apport en numéraire, c'est lorsque les associés décident d'apporter à leur société une somme d'argent. Ils sont libres, dans le respect des seuils évoqués, d'apporter le montant qu'ils souhaitent, étant précisé que pour les formes sociales les plus populaires, la responsabilité des associés est limitée à leurs apports. Un capital social faible induit donc une faible responsabilité financière de l'associé. On peut également considérer qu'un capital social conséquent apparaîtra comme un gage de sérieux pour le projet porté par les associés. Oui, et les associés peuvent également faire le choix de constituer leur société par voie d'apport en nature. Ces apports peuvent concerner plusieurs biens, comme par exemple des biens immobiliers, ou un fonds de commerce, ou un fonds artisanal, des parts sociales ou des actions, des actifs incorporels. Dans le cas de cet apport en nature, le montant du capital sera égal à la valeur du bien apporté. La valorisation de ce bien fera le plus souvent l'objet d'un rapport établi par un commissaire aux apports. Ceci sera obligatoire lorsque le montant de l'apport est supérieur à 30 000 € pour les SARL et SAS ou quand l'apport ne représente pas plus de la moitié du capital social. Et pour terminer sur la typologie des apports, nous pouvons aborder l'apport en industrie. En effet, les associés ou actionnaires ont également la possibilité de réaliser des apports qu'on appelle en industrie. Ces apports ne concernent ni un bien ni une somme d'argent, mais des éléments intangibles, par exemple les connaissances d'un associé, sa réputation, son travail ou encore son savoir-faire. D'ailleurs, ces apports en industrie doivent être précisément définis dans les statuts de la société. Cependant, ils n'apparaissent pas dans le capital social. Dès lors, une société ne peut pas avoir pour seul apport un apport en industrie, à défaut de quoi elle n'aurait pas de capital social. Et en contrepartie de cet apport en industrie, l'associé reçoit également des titres de la société, comme tout autre associé, à l'exception que ces titres à lui reçus ne seront pas cessibles. La difficulté réside dans l'évaluation de cet apport en industrie, car il n'est pas toujours aisé de déterminer la valeur que représente la réputation ou la force de travail d'un associé. Un commissaire aux apports peut être une solution pour éviter toute difficulté à ce sujet. Et voilà les différents types d'apports. Toutefois, il existe un autre type d'apport dont nous n'avons pas encore parlé. Il s'agit de l'apport en compte courant d'associé. Il faut savoir qu'un apport en compte courant d'associé est à différencier d'un apport en au capital. D'ailleurs, on utilisera plutôt le terme d'avance en compte courant d'associé. Ce sont des sommes qui sont versées à titre d'avance par un associé à la société pour répondre à un besoin en trésorerie qui est souvent ponctuel. Il s'agit donc d'un prêt d'un associé à la société. Tout à fait. Et ce prêt, il doit être remboursé par la société à l'associé, assorti ou non d'intérêts. Il faut bien distinguer d'une part les avances en compte courant du capital social, qui est quant à lui constitué d'apports qui sont acquis définitivement à la société. Elle ne devra donc pas les rembourser aux associés, sauf en cas de liquidation. Ils forment donc les capitaux propres initiaux de la société.
Il faut bien noter également que les apports constitueront le prix d'acquisition en cas de cession ultérieure des titres sociaux, à la différence des apports en compte courant qui ne figureront pas dans le calcul. La distinction est donc importante en pratique. Bien évaluer la nature et le montant des apports en société est important afin d'assurer un bon démarrage de la structure. Et comme souvent, pour être sûr de bien se lancer, mieux vaut bien s'entourer. C'est la meilleure manière d'entreprendre en toute fiscalité.